Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de La Dame du CDI. Alors pourquoi j'ai décidé d'appeler le podcast La Dame du CDI? Vous vous posez sûrement la question. En fait, c'est un hommage à toutes ces femmes et ces quelques hommes aussi qui justement tiennent les CDI. Dans mon enfance, le CDI pour moi a été un refuge pour m'échapper à la réalité qui ne me plaisait pas et aussi pour découvrir qui j'étais à l'intérieur de moi et affirmer mon identité. Mais c'est aussi un hommage aux médiathèques, aux bibliothèques scolaires et surtout à toutes ces femmes et aussi ces hommes, bien sûr, qui justement sont souvent silencieuses, parfois mystérieuses, pour un petit peu maternelles, mais qui surtout sont des figures de refuge pour beaucoup d'enfants comme moi. Vraiment, la dame du CDI, c'était la gardienne d'un temple où j'avais le droit d'être moi et à la fois de me fuir. Et du coup, c'est aussi un peu ça l'idée de ce podcast, c'est-à-dire d'explorer différentes identités, différentes idées. Et puis surtout, safe place, quoi, en mode le refuge. Et il va se diviser en plusieurs parties. Il va y avoir un peu ce que je vais appeler la bibliothèque queer, où justement on va parler de livres, de représentations, de sujets, de psycho, etc. Queer. Et il y aura aussi toute une partie où ce sera plutôt pour mettre en lumière des personnes que je trouve super intéressantes, que j'aimerais rencontrer, que j'aimerais vous présenter, etc. Et ce sera aussi l'occasion de faire des trucs un peu plus fun et peut-être un peu plus divertissants. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Insta, vous savez en fait que je ne peux pas avoir qu'une seule ligne éditoriale. Mon contenu est très diffus, confus, mais voilà, c'est ça l'aventure. Le premier sujet que j'aimerais aborder dans le podcast, c'est pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression que les couples gays durent moins longtemps que les couples hétéros? C'est quelque chose qu'on entend hyper souvent, aussi bien parmi les personnes gays, les personnes queer en général, que chez les hétéros. On va souvent entendre, entre gays, cette blague de «Oh là là, ça fait un mois que vous êtes ensemble, c'est un an en année gay», ou on va souvent entendre des hétéros dire «Ah mais oui, mais de toute façon, les gays, ils changent de mec toutes les semaines, etc.» Donc il y a énormément, vous voyez, de cette espèce de culture collective d'instabilité dans les relations gays. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que l'on pense ça? Et si on pense ça, est-ce que c'est fondé sur quelques trucs? Évidemment, j'ai fait des recherches. Et alors, spoiler, disclaimer dès le début, non, les hommes gays ne sont pas incapables d'aimer, ils ne sont pas non plus incapables de s'engager. Il y a des explications solides derrière ces hypothèses, qui sont à la fois psychologiques, sociologiques et historiques. Donc évidemment, elles me passionnent toutes, et aujourd'hui, c'est histoire d'en parler. Et d'ailleurs, je serai un preneur, bien évidemment, comme toujours, de vos opinions sur le sujet, parce que j'ai la mienne, et j'aime trop confronter mon opinion à la vôtre, et surtout quand vous m'apportez des sources, ça j'aime trop. Ça, j'aime trop. Le premier, déjà, un des premiers trucs, c'est qu'il y a très très peu en France d'études qui sont faites sur les couples homosexuels. Pour de nombreuses raisons, en France, on réalise assez peu d'études sur ces sujets-là, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Peut-être aussi que c'est une façon de préserver, en tout cas, l'intimité des gens. Je n'en sais rien. Après, les études en France aussi, il faut savoir qu'il y a très peu de budget. Alors, une des premières études que j'ai trouvées qui est hyper intéressante, qui a justement été réalisée à UCLA, donc l'Université de Californie, c'est une université, moi, j'ai toujours rêvé d'y aller. J'ai toujours rêvé d'y aller, je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer pourquoi, je pense que je l'avais vu dans une série mais je sais même pas laquelle, et en grandissant j'étais obsédé par cette université, je voulais trop y aller. Au final, bon, j'ai été quand même à une université aux États-Unis qui était pas très loin, si je me souviens. C'était parce que Conan Gray avait été pris à UCLA et je m'étais dit il faut trop que j'y aille. J'étais vraiment hyper fan de lui, mais fan de son era YouTube. Enfin, j'aimais bien ses musiques aussi, hein, bien évidemment. Mais je préférais vraiment la personne qu'il était en tant que YouTuber que en tant que musicien. Enfin, j'aime bien les deux, mais je préférais le YouTuber. Mais bon, sujet à part. L'université du CLA a fait justement une étude qui s'appelle qui est une étude longitudinale qui est sortie en 2019. Pourquoi vous faites que bouger? Les couples de même sexe. Et le premier constat en fait qu'ils ont eu dans cette étude, c'est que les couples homosexuels ont des taux de rupture bien plus élevés que les couples hétérosexuels. Et justement, quand je vous dis ça, j'ai presque le biais de vous dire, bien évidemment, sauf que pourquoi? Enfin, il n'y a pas vraiment de bien évidemment, il n'y a aucune évidence là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est normal qu'il y ait un taux de séparation plus élevé chez les couples gays que chez les couples hétéros? Il ne faut pas interpréter ce résultat comme une fatalité. Ça veut dire que si vous êtes gay, je vous rassure tout de suite, c'est possible
d'avoir une relation longue, une relation qui dure. Simplement, il y a des choses à déconstruire, à construire en soi. Et il y a aussi des choses à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai préparé plusieurs des hypothèses de ce que j'ai trouvé dans la littérature sur le sujet. La première hypothèse, c'est l'absence de modèles durables, de modèles de relations durables. Et ça, justement, ce qui est intéressant, c'est que le texte que j'ai trouvé sur ce sujet, c'est un texte qui date de 1982. Donc vous imaginez, c'est un texte qui est quand même déjà presque âgé de quasiment un peu plus de 40 ans. Donc la question se pose. Justement, dans ce texte, Ellie Coleman, ce texte qui s'appelle The Development of Male Sexual Identity, où justement, il parle du fait que le manque de représentation positive et durable de couples homosexuels dans l'enfance va créer un vide de modèle. Et c'est vrai que quand on grandit, et même si on grandit aujourd'hui en tant qu'homosexuel, on a toujours très peu de représentation positive et durable. Si on regarde historiquement un des films qui a marqué l'histoire, Brokeback Mountain, une histoire de deux cow-boys justement qui se cachent pour devenir gays, une histoire tragique. L'un des deux, je vous spoil pas, il faut absolument le voir. Ce film est magnifique, mais c'est tragique. C'est ni sain, c'est ni durable. Call Me by Your Name, même défaut. Pas sain, pas durable, et en plus borderline parce qu'il y a une différence d'âge qui est un petit peu toxique et que le personnage de Oliver est quand même quelqu'un d'extrêmement toxique. Pas de vrai modèle, donc un vide de modèle. Et justement, euh, quand les personnes gays et queer en général grandissent n'ayant pas justement d'exemple à suivre, eh ben, cette absence d'encadrement, elle peut entraîner une construction relationnelle, des mécanismes de construction de relations avec l'autre qui vont être plus expérimentaux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Lisa Diamond en 2008 dans Sexual Fluidity, où justement elle parle du fait que cette absence d'encadrement social, de représentation du couple durable et sain, etc., peut entraîner une construction relationnelle qui va être plus expérimentale. C'est-à-dire que, comme on n'a pas de... Vous voyez, personne nous a appris à construire un château, par exemple. Et bien, quand on va le faire, on va devoir... Je sais pas comment on construit un château, justement. Donc, j'imagine que je vais commencer par faire de la charpente, puis après je vais rajouter des pierres. Mais en fait, ça se trouve, c'est pas comme ça. Et c'est exactement ça dans les relations gays. Comme on n'a pas vraiment d'exemple, et ben on sait pas faire. Et on peut pas, justement, appliquer la norme hétéro du couple au nôtre, parce qu'il y a un contexte tellement plus complexe dans nos relations qui rend impossible le fait d'appliquer ce modèle et de le répliquer. Et d'ailleurs, je ne vous invite vraiment pas à le faire. Enfin, ça dépend, mais ce que je veux dire, c'est que quand on... Mon nez, il a fait cher du bruit. Quand on est gay, on n'est pas hétéro. Waouh. Thanks for that, girl. Non, ce que je veux dire, c'est que notre façon d'aimer est complètement différente de celle des hétéros. Et quand on est queer en général, et ça va même au-delà de notre façon d'aimer, notre façon tout simplement d'être dans le monde, de tout. Tout ce qu'on fait, on le fait différemment et c'est génial. Mais justement, on ne peut pas appliquer ces formats et ces formats de relations à nos relations à nous, parce qu'elles sont différentes par nature. Ces constructions relationnelles, pour nous, sont plus expérimentales, elles sont parfois plus fragiles. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, mais on a des impératifs qui sont complètement différents. Parce que, par exemple, on n'a pas vraiment d'obligation de famille, on n'a pas vraiment d'obligation religieuse, on n'a pas vraiment d'obligation de couple. Enfin, nos obligations sont complètement différentes. Elles ne sont pas du tout les mêmes. La deuxième hypothèse, et qui est une hypothèse, je trouve, hyper triste et marquante, c'est le poids de la stigmatisation. Ça, c'est justement l'objet d'une étude, d'une méta-analyse. Alors, pour ceux qui justement s'y connaissent dans les types d'études, etc., les méta-analyses, c'est vraiment des études qui sont lourdes et très pertinentes. Enfin, quand elles sont bien faites, bien évidemment. Et justement, celle-ci, elle a été publiée dans Psychological Bulletin de 2021. Savoir, c'est une référence. Vraiment, c'est une grosse référence. Elle a été faite par David Frost. Et justement, dans cette étude, il montre que les couples queer, les couples LGBT+, sont exposés au stress minoritaire. Ça, les stress minoritaires, faudrait que j'en fasse un épisode à part entière, tellement c'est un sujet. Mais en gros, le stress minoritaire, c'est la stigmatisation. Stigmatisation, l'homophobie, la transphobie, le rejet familial et social. Et en fait, tout ça va avoir un impact sur nos relations.
Et en fait, justement, il montre dans cette méta-analyse que les taux de satisfaction relationnelle des personnes queer, des personnes LGBT+, sont beaucoup plus bas. Et que par conséquent, enfin, ils font pas, je dis par conséquent, mais il y a pas vraiment, enfin, le lien est pas explicité, mais ils disent également que le taux de rupture est plus élevé. Et en fait, une des hypothèses, c'est que ce stress minoritaire, il crée des tensions internes dans le couple qui n'ont rien à voir avec l'amour et la compatibilité, mais qui ont plutôt à voir avec le contexte social. Et qu'en fait, le poids de cette stigmatisation, qui ne vient pas justement de l'amour, de la collaboration, de la cohabitation, il a un impact délétère sur la relation, et du coup, qui peut pousser certains justement à rompre ou à être malheureux dans leur relation. Moi, le stress minoritaire, je vais être 100% honnête, j'en ai fait la preuve pendant hyper longtemps. J'ai eu de l'homophobie internalisée pendant hyper longtemps. J'en ai sûrement encore beaucoup et beaucoup que je sous-estime. C'est dur. C'est dur d'accepter son identité. C'est dur quand on... Enfin, j'ai pas grandi dans un univers qui était très homophobe. En tout cas, pas violemment homophobe. Mais j'ai grandi dans un univers qui était... Enfin, c'était pas la gay pride tous les jours, quoi. On se le cache pas. Et j'ai grandi, vous voyez, dans cet univers un peu de... où l'homosexualité doit être cachée, où ça doit être quelque chose de très tabou. Ça doit être quelque chose de... Non, non, on n'en parle pas. C'est pas dramatique, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, on va pas te brûler au bûcher, mais on n'en parle pas à table, quoi. Et ça, c'est un truc à déconstruire et justement de faire tous ces podcasts, toutes ces recherches, toutes ces vidéos, je vous jure, ça m'aide tellement dans le fait d'accepter qui je suis que j'aime trop. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire, je pense. La troisième hypothèse, c'est la liberté et justement ce qu'on choisit de faire de notre liberté. Euh, Ça vient aussi un petit peu du fait qu'on n'ait pas eu justement de cadre, pas eu de représentation, on va dire, plus solide, qui fait que beaucoup de couples gays ont en fait la possibilité de réinventer les normes du couple. C'est pour ça qu'on voit énormément de couples qui sortent un petit peu de la monogamie, qui sortent de la cohabitation, mariage ou pas mariage, pax, pas pax, trouble. En fait, on voit plein de nouveaux modèles de relations dans les relations queer. Et c'est aussi bien une force qu'une source d'incertitude. Parce qu'en fait, si on vient tous avec des modèles différents, on crée encore plus de difficultés à la compatibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par exemple, tout le monde veut des maisons bleues, et qu'en fait les gens viennent en disant mais non, moi je voulais une maison violette, moi je voulais une maison verte, moi je voulais une maison jaune, en fait ça va être beaucoup plus dur, parce qu'en fait on va tous vouloir des maisons de couleurs différentes, mais on va jamais pouvoir vivre ensemble alors. Et justement, il y a une étude qui a été menée par Theodore Boschen, par l'Université de Washington en 2017, évidemment encore les États-Unis, où justement il est montré que plus un couple dispose de l'attitude pour créer ses propres règles, de liberté pour créer ses propres règles, plus il va avoir besoin de compétences émotionnelles, vous voyez, d'intelligence émotionnelle et d'une communication solide pour maintenir un équilibre, et un équilibre clair. Et ça, dans ma dernière relation, ça a été tellement le sujet principal, parce qu'en fait, il y a tellement de choses, euh, on vient tous et chacun dans une relation avec notre bagage émotionnel, avec nos modèles, avec notre culture. On va projeter tout ça sur l'autre et dans la relation sans vraiment en parler, et en fait ça crée énormément d'incompréhension. On a été interrompu, changement de lumière, mais ce que je disais c'est qu'on va projeter énormément de nos aspirations, mais aussi de nos peurs
sur l'autre, sur la relation. Et en fait, ça va créer, je pense, beaucoup de frustration des deux côtés, beaucoup de tensions et de pression qui sont parfois pas nécessaires. La quatrième hypothèse, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est le fait que à cause des applis et à cause des relations modernes, on a cette logique de consommation et même, j'irais jusqu'à dire, de surconsommation de l'amour, des relations et des relations charnelles. Ça, justement, c'est le travail de Zygmunt Bauman qui, dans L'amour liquide, en 2003, parle justement que nos sociétés actuelles, elles valorisent énormément des relations plutôt rapides, jetables, consommables, très flexibles, et ça, surtout dans les milieux urbains. Donc il faut imaginer qu'en plus de ça, pour beaucoup en France notamment, on a cette pression de se dire que quand on est gay, on a besoin de vivre dans une grande ville, très majoritairement à Paris, parce que c'est là que nos frères et nos confrères sont. J'imagine que c'est la même chose pour les femmes lesbiennes ou pour les femmes trans, dans l'idée que quand on veut être avec notre communauté, on a besoin d'être dans une grande ville parce que c'est beaucoup plus rare dans les campagnes, parce que on est une minorité. Et justement, donc, on a l'impression que la société valorise ça. Après, ça, j'ai trouvé ça justement dans son travail. Je suis assez mitigé là-dessus. Je pense pas qu'il y ait vraiment une valorisation de la relation jetable, consommable. Je pense juste qu'il y a une... Enfin, ces relations-là sont décomplexées. Elles sont beaucoup plus simples parce qu'on a beaucoup plus de liberté. Et je pense que aussi ce manque de modèles fait qu'on se tourne beaucoup dans cette surconsommation. Et je pense que c'est aussi un état d'esprit hyper capitaliste qu'on a et qu'on nous instruit à travers les réseaux sociaux, à travers le cinéma, etc., où en fait on a toujours cette mentalité de il y a mieux. Il y a mieux sur le marché, il y a mieux ailleurs, on peut trouver mieux. Et moi j'avoue que j'essaie de cultiver cette culture de l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Je vous laisse infuser avec ça. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Typiquement, en grandissant, moi j'étais quelqu'un à chaque fois parce que j'ai changé beaucoup d'établissements, de trucs, de machin, où je devais en fait reprendre à zéro toutes mes relations. Et à chaque fois, je voulais devenir ami avec tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que les meilleures relations, c'est celles en fait qu'on entretient. Et ça, c'est dans le rapport de l'amitié, mais en amour, c'est pareil. Et cette année, moi, je me suis dédié entièrement à ma relation amoureuse. J'ai mis énormément d'efforts, plus que je n'en avais mis dans ma vie entière. Et je suis hyper content de ça parce que je me suis vraiment donné les moyens d'arroser l'herbe pour qu'elle soit plus verte. Aujourd'hui, guys, c'est plus un sujet. On a changé de pré. Enfin, je sais pas trop, parce que ça reste une situation assez floue at the moment. Mais disons que parfois, on a besoin d'une autre herbe. Ou j'en sais rien. Peut-être que l'herbe ne veut pas de nous. I don't know. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand on reste dans une logique de surconsommation et que tout est mieux ailleurs, on n'est jamais satisfait. Jamais, jamais, jamais. Et ça, il faut comprendre que typiquement, c'est le moyen qu'a le capitalisme pour continuer à tourner. Parce qu'on a toujours cette quête du mieux, cette quête du plus, cette quête du nouveau. Il faut sortir de ça. Et justement, je trouve que les applis de rencontres en général sont aussi bien un levier hyper intéressant et hyper utile pour se rencontrer parce que typiquement en dehors de Paris, il y a quand même moins de lieux gays, il y en a de moins en moins. Donc les applis sont nécessaires si on veut rencontrer des gens. À Paris, c'est aussi, je trouve quand même un bon moyen de rencontrer des gens parce que on sait qu'ils sont là pour ça, etc. Et puis c'est aussi un bon moyen de discuter, même si on est tous conscients, je pense, que les rencontres naturelles, spontanées, réelles, sont quand même beaucoup plus cool. Mais voilà, moi, mon ex, je l'ai rencontré sur Tinder. Euh, c'est- Ça casse pas le romantique. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins pittoresque, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, il faut comprendre que c'est pas une maladie gay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une maladie qui est propre aux gays d'être dans la surconsommation et dans la surconsommation des relations. C'est quelque chose que les hommes gays
je parle d'expérience parce que je peux pas me projeter sur les femmes trans, les personnes lesbiennes, toutes les. Enfin, voilà, je peux pas me projeter sur. Par pure légitimité, je peux pas me projeter sur tout le monde. Mais en tout cas, dans l'expérience d'un homme gay, euh, cette surconsommation, on en a fait l'expérience parce que historiquement, on avait moins de modèles. On avait moins de modèles, donc ça a fait que on s'est plus tourné vers ce mode de relation-là. Mais il faut comprendre que c'est un symptôme aussi de notre époque. Et c'est justement pour ça que je vous parle de Zygmunt Bauman, parce qu'il disait déjà il y a 20 ans que l'amour est devenu un produit de consommation. Et c'est beaucoup trop vrai. Et ça, d'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un épisode. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi, je vous demande si ça vous intéresse. Mais en vrai, moi, ça m'intéresse, donc il y a moyen que je vous en parle. Mais je vois pas mal de théories comme quoi l'amour est un concept. Genre l'amour a été créé, l'amour est en fait vraiment façonné et on nous bassine avec cette histoire d'amour, 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 d'amour. Mais en fait, c'est un non-sujet en fait. Que l'amour, c'est faux. Enfin, que ça existe. Enfin, pas que ça existe pas, mais que c'est comme. C'est une sorte d'égrégore, c'est un truc que tout le monde y croit, donc voilà, une sorte d'illusion collective. Et qu'on serait un peu, vous voyez, les troglodytes dans la caverne qui regardent les flammes et qui sont en mode waouh. Sauf que c'est peut-être autre chose. La conclusion de cet épisode, c'est que les couples gays ne sont pas condamnés à échouer. J'en suis pas la preuve vivante, mais un jour je le serai. On évolue dans un monde qui nous demande beaucoup d'inventer nous-mêmes les choses, les règles, etc. Et souvent, on n'est pas soutenu. Vous voyez ce que je veux dire? On manque un petit peu de soutien, on subit le regard des autres, on subit l'homophobie, on subit les discriminations, on subit le stress minoritaire, on subit plein de choses. On a aussi beaucoup de liberté parce on nous impose beaucoup moins de choses de par notre statut, notre condition. Mais pourtant, voilà, les couples qui durent, les couples qui résistent, qui persistent, qui perdurent, existent. Il ne faut pas perdre espoir si c'est quelque chose qui vous fait rêver. Mais il faut aussi, je pense, très sincèrement, se libérer de cette conviction que la réussite passe par un couple durable, un couple long, le fait d'avoir des enfants, le fait de voilà d'avoir une vie de couple, d'avoir une vie de famille. Il y a beaucoup de moyens, d'autres moyens de réussir sa vie et vraiment c'est une propagande à laquelle il ne faut pas tomber. Tous les modèles ne s'appliquent pas à tout le monde. Faites ce qui vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux, c'est de faire la fête, faites-le. Si ce qui vous rend heureux, c'est de faire des rencontres tous les jours, faites-le. Enfin, euh, il y a aussi un peu ce paradoxe de, vous voyez, de la cigale et de la fourmi, en se disant que quand on est jeune, on profite, un peu comme la cigale, on fait plein de rencontres, etc. On ne se pose pas. Et on a quand même, je pense, pour beaucoup, cette inquiétude de se dire, mais plus tard, je vais peut-être regretter de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir eu ça. Et il faut se dire que ce ne sera pas trop tard. Si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez hyper fort à 35, 45, 55, ben, pourquoi ce serait trop tard? Je veux dire, on n'a pas d'horloge biologique, nous, donc. Enfin, je veux dire, et même les femmes qui ont une horloge biologique, je veux dire, il y a toujours l'adoption, il y a toujours plein de moyens de vivre les choses. Et encore une fois, sortons de ce mindset que réussir sa vie, c'est avoir un enfant ou avoir un couple, etc. Réussir sa vie, pour moi, et j'espère que c'est la réalité, c'est simplement d'être heureux le plus possible et le plus longtemps. Euh, voilà, c'était vraiment deep, mais il manque un petit peu en France un espace pour parler des défis de ce que c'est qu'être queer. Et du coup, c'était un petit peu l'objectif de ce podcast. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'en parler. Et d'ailleurs, j'aimerais bien même faire venir sur le podcast des gens que je connais pas pour qu'ils viennent parler justement de leur vie, de leurs inquiétudes, de leurs opinions et tout. Je pense que ce serait vraiment hyper intéressant.
Voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez de la longévité des couples gays et des couples queer en amour. Merci beaucoup, bye!